Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis life coach, business coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes et les hommes qui veulent débloquer de nouveaux niveaux de richesse et de liberté à travers une meilleure éducation financière et surtout une relation à l'argent plus puissante et plus apaisée. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode ici, avec un invité ou en solo, dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, des partages personnels, pour assister à des lives de temps en temps avec des invités, pour des revues de lecture un peu plus rares en ce moment, et aussi pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cette semaine, je réponds à une question que de très nombreux parents et futurs parents se posent et m'ont déjà posée. Comment constituer un pécule pour les études de mes enfants ou pour les aider à se lancer dans la vie? Avant de répondre à cette question, je voulais d'abord répondre à une autre question, qui à mon avis est tout aussi intéressante, qui est combien coûte un enfant de sa naissance jusqu'à la fin de ses études? Voilà, jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de ses études. J'ai trouvé plusieurs chiffres assez récents sur Internet sur le sujet. Par exemple, aux États-Unis, j'ai trouvé dans la newsletter le meilleur zapping de Marc Fiorentino, à laquelle je vous conseille vivement de vous abonner. C'était au cours de l'été, une petite news comme ça discrètement placée vers la fin de la newsletter qui disait qu'aux États-Unis, un enfant de 7 ans à 17 ans, donc avant les études supérieures et aussi en excluant la petite enfance, coûte à ses parents $300 000 en moyenne. Le chiffre est plus élevé si on prend en compte, évidemment, une période étendue. Et donc, j'ai trouvé un chiffre récent aussi pour le Royaume-Uni qui, là, prend en compte la période totale de la naissance jusqu'à la fin des études, qui serait plutôt de l'ordre de 380 000 euros. Donc, c'est un peu moins en livres sterling. Et pour la France, enfin, j'ai trouvé un chiffre là qui est sensiblement plus bas, qui serait de 180 000 euros que coûterait donc un enfant juste de sa naissance jusqu'à la fin de ses études. Alors, on peut imaginer que d'une, parce qu'on est dans un pays dans lequel les aides sont un peu plus importantes, et de deux, parce que la scolarité en France coûte moins cher que dans bien d'autres pays. Il y a en fait 3 âges qui coûtent cher. Alors, ça va pas vous surprendre, surtout les parents qui m'écoutez, vous connaissez par cœur ces chiffres, enfin vous connaissez par cœur en tout cas cette réalité. Premièrement, les études supérieures, évidemment, donc qui coûtent relativement cher. Même quand votre enfant va à la fac, par exemple, qui est probablement l'enseignement le moins coûteux, peut-être même dans le monde entier d'ailleurs, mais il y a le logement et tout ce qui va à côté des études supérieures. Ensuite, il y a l'adolescence, parce que l'adolescence, c'est quand même un âge où on a des choses un peu plus coûteuses à financer, donc le permis de conduire, mais aussi l'argent de poche qui augmente, les sorties des ados, les demandes en fait se multiplient, il y a le téléphone, les vêtements qui sont aussi plus coûteux. Et enfin, la 3e période, c'est évidemment la petite enfance. Là, évidemment, tout le monde n'est pas concerné de la même manière, mais le principal poste de dépense pour un enfant, on va dire de 0 à 3 ans, avant l'entrée en maternelle, c'est évidemment le mode de garde. Pour ma part, je me suis créé ma propre référence, qui est facile à retenir, dont on discute dans mes différentes formations, notamment avec les parents qui sont concernés. J'aime bien retenir le chiffre de 1 000 euros par mois, de 0 à 18 ans. Donc 18 ans, c'est-à-dire avant les études supérieures. Ça inclut à mon sens à la fois les dépenses qu'on a à faire pour son enfant aux différents âges de la vie, mais aussi l'épargne que l'on constitue pour son enfant et justement, notamment, éventuellement, pour les études supérieures. 1 000 euros, c'est à peu près conforme. Du coup, si je prends cette base, 1 000 euros par mois, finalement, on retombe à peu près dans les mêmes ordres de grandeur que les différentes études que j'ai trouvées sur Internet, peut-être un petit peu plus. Mais j'ai trouvé que c'était un chiffre qui se retenait plutôt bien et pour un public qui est soucieux de financer on va dire en grande partie les études de ses enfants, ça me semble être peut-être plus raisonnable d'envisager ça
plutôt que les chiffres que j'ai trouvés dans les études, et notamment le 180 000 € sur toute la période. Et évidemment, ce chiffre va varier. Il va varier énormément en fonction des situations de chacun, du mode de scolarisation des enfants, des loisirs des enfants. Est-ce que vous partez en vacances, du type d'habillement que l'enfant va avoir, des cadeaux que vous voulez faire à votre enfant, que ce soit à son anniversaire, à Noël ou à d'autres périodes, et de ce que vous prévoyez de mettre de côté et ou d'investir pour votre progéniture et notamment pour ses études ou son lancement dans la vie adulte. Ce qui me ramène à ma question initiale. Comment constituer un pécule pour les études de mes enfants et ou pour les aider à se lancer dans la vie adulte? Et pour moi, il y a 2 méthodes que l'on peut d'ailleurs très bien combiner. La première, la plus classique et la plus connue, c'est d'épargner. Autrement dit, mettre de l'argent de côté régulièrement pour ses enfants, sans piocher dedans, évidemment. C'est une stratégie qui repose essentiellement sur le temps. Plus vous commencez tôt, moins vous aurez d'efforts d'épargne à faire. Mais pas que, plus vous commencez tôt et plus votre argent a le temps de travailler, c'est-à-dire de fabriquer encore plus d'argent grâce à ce qu'on appelle les intérêts composés. Je m'explique. Si vous mettez 1 000 € de côté chaque année à 2% sur votre livret A par exemple, puisque c'est le taux auquel est rémunéré le livret A en ce moment, vous aurez donc la première année 20 € d'intérêt à la fin de l'année justement. L'année d'après, vos intérêts seront donc calculés non pas sur 1 000 €, mais bien sur 1 020 €, soit 20,4 € d'intérêt au lieu des 20 € de la première année. Si vous avez encore épargné 1 000 € en année 2, en réalité, les intérêts seront même calculés sur 2020 €, soit 40 € et 40 centimes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, chaque année, l'année 3, l'année 4, l'année 5, etc. De sorte qu'au bout de 18 ans, vous aurez accumulé non seulement 18 000 € de capital, ce que vous avez mis de côté, mais aussi 3 412 € d'intérêts. Et vos intérêts représenteront alors 16% de la somme totale que vous aurez accumulée. Alors que si vous n'épargnez que pendant 10 ans au lieu de 10, parce que par exemple vous avez commencé seulement quand vos enfants avaient 8 ans, vous aurez accumulé 10 000 € de capital et 949 € d'intérêt. Dans ce cas, les intérêts ne représentent que 8% du montant total accumulé. Donc la conclusion, c'est que plus votre épargne travaille, ou plus vous attendez, et plus le montant des intérêts va grandir, mais de manière exponentielle. En fait, la stratégie des intérêts composés, elle est assez génialissime, mais elle a un énorme inconvénient, c'est qu'elle est très lente. Là, on parle de 10 ans, de 18 ans, donc on va parler en décennies plus qu'en années. Il faut donc beaucoup de temps pour que l'argent crée beaucoup d'argent et pas seulement juste un peu d'argent. Et surtout, cela nécessite qu'il ne faut pas retirer son argent au milieu du chemin, entre-temps, pour un besoin quelconque. Parce que si vous faites ça, si au bout de 7 ans vous piochez un petit peu dedans, vous perdez totalement le bénéfice des intérêts composés et vous allez, entre guillemets, casser la machine. Le deuxième facteur qui compte énormément dans cette stratégie, c'est évidemment le taux auquel est placé votre argent. D'abord, si je reprends mon exemple. Si vous placez 1 000 € par an à taux 0 sur un compte courant, par exemple, déjà, vous n'aurez accumulé que 18 000 € en 18 ans. Et non pas 21 412 € à 2%, comme on vient de le voir, ou alors même 25 645 € par exemple, si vous placez votre argent là à 4%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À 0 €, 18 000, à 0% d'intérêt, pardon, un taux 0, 18 000, à 2%, 21 412, à 4%, 25 645. Donc, placé à 4% au lieu de 2%, votre argent vous rapporte 7 645 € d'intérêt, soit plus du double d'un placement à 2%. Au bout de 18 ans, votre intérêt, c'est 30% de votre capital total. 30% qui ont été fabriqués tout seuls.
sans que vous ayez absolument rien à faire, si ce n'est donc à placer votre argent à 4%. Il arrive fréquemment que les parents soient frileux quant à l'argent qu'ils économisent pour leurs enfants, frileux de le placer sur des placements qui ne sont pas garantis, ne voulant pas risquer de perdre tout ou partie de cet argent dans des placements que ils peuvent juger risqués ou qu'on peut juger risqués. On se demande qui juge d'ailleurs le risque de ces placements. Même si en vrai, je dis ça avec beaucoup d'humour, mais en l'occurrence, les placements financiers ont un niveau de risque qui est obligatoirement établi et qui devrait normalement obligatoirement nous être présenté. Bon, je referme cette parenthèse. C'est parfaitement légitime, effectivement, que en tant que parent, vous vous disiez, en fait, non seulement cet argent vient du fruit de mon travail, qu'il a été épargné, mais en plus, l'usage que je souhaite en faire est tellement important que je ne veux pas prendre le moindre risque avec cette somme. Mais quand vous avez ce raisonnement-là, en parent raisonnable, en fait, vous oubliez un autre facteur, un des plus importants, mais qui n'est pas le plus facile à comprendre. Moi, je vais dire que c'est presque un des plus maléfiques. C'est celui qui nous plombe la vie en ce moment. J'ai nommé l'inflation. L'inflation vous fait perdre de l'argent sans que vous vous en rendiez compte, sans que vous n'ayez absolument rien à faire. Juste à partir du moment où vous laissez l'argent, vous stockez l'argent qui dort quelque part, notamment évidemment quand il dort sur un compte qui n'est pas rémunéré, vous perdez de l'argent, mais on perd de l'argent sans s'en rendre compte. Explication. Et vous allez très bien comprendre. Moi, quand j'ai été étudiante, donc entre 2005, l'année où j'ai eu mon bac, et 2011, l'année où j'ai été diplômée, une école de commerce coûtait en moyenne, je vais prendre le chiffre de 6 000 € en frais de scolarité. Évidemment, hein, on peut débattre 1000 ans de ce chiffre. C'est à peu près les frais de scolarité qu'a payé ma sœur en école de commerce. Il y a évidemment des écoles de commerce dans lesquelles on a pu bénéficier de bourses. Moi, j'étais à Sciences Po et il y avait un système de bourse, évidemment, mais il y avait aussi un système de paiement des frais de scolarité au quotient familial. Donc effectivement, en fonction des années, on n'a pas toujours payé la même chose et on payait beaucoup moins au début qu'on payait à la fin. Une simple recherche sur Google m'a fait prendre conscience que les montants des frais de scolarité des écoles de commerce aujourd'hui ont doublé. Parce qu'en moyenne, une école de commerce aujourd'hui coûte 12 000 € et là je ne parle que évidemment des frais de scolarité et j'ai volontairement réduit aux écoles de commerce, mais on pourrait très bien parler des écoles d'ingénieurs également. Donc 15 ans se sont passés, 15 ans pendant lesquels les frais de scolarité ont été doublés. À mon époque, on pouvait donc financer 3 ans d'études complètes avec 18 000 €. Donc les écoles de commerce, on va prendre par exemple l'exemple d'une école de commerce après une école préparatoire. Donc, il y a 2 ans d'école préparatoire qui, en général, se font dans des établissements publics, puis ensuite 3 ans en école de commerce. Donc, à mon époque, on pouvait financer l'intégralité des frais de scolarité de son école de commerce avec 18 000 €. 17 ans plus tard, on peut financer 1 année et demie. Et dans 18 ans, peut-être qu'on pourra financer moins d'1 année avec ces fameux 18 000 €. Donc, c'est pourtant la même somme à chaque fois. On parle de la même somme. C'est ça l'inflation. Vous avez la même somme sur votre compte en banque. C'est la somme que vous avez mis de côté pour vos enfants. Mais dans le monde réel, cette somme vaut moins qu'avant. Alors certes, les frais de scolarité ont connu des augmentations assez spectaculaires, mais en réalité, tout augmente. Le permis de conduire augmente, les vêtements augmentent, le logement augmente, la bouffe augmente, et évidemment, surtout en ce moment, l'énergie augmente. Donc c'est valable avec tout. Si avec 20 000 €, il y a peut-être 15 ans, vous pouviez vous payer, je ne sais pas... une Mégane ou une petite Polo ou je ne sais pas. Aujourd'hui,
avec ces mêmes 20 000 euros, vous pouvez vous payer un modèle de voiture plus petit ou moins performant ou avec une motorisation moins respectueuse de l'environnement, donc avec des probabilités de revente ou sur le marché de l'occasion qui sont aussi moins attractives, etc., etc., etc. Bref, si vous prenez... Alors, sur une année, ça se voit en général assez peu, l'inflation. Sur 2 ans, ça se voit assez peu. Évidemment, ça se voit assez peu, sauf en ce moment où l'inflation en France est supérieure à 6% et l'inflation en Europe est supérieure et quasiment à 10%. Donc, ça va plus se voir en ce moment. Mais quand l'inflation était encore à 2%, ça ne se voyait pas énormément. Aujourd'hui, ça se voyait, mais sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Donc, la solution pour vous, les parents qui voulez épargner pour votre enfant, c'est de placer votre argent à un taux supérieur à l'inflation. Si vous placez votre argent, l'argent que vous destinez à vos enfants, à un taux supérieur à l'inflation, vous êtes garanti de ne pas perdre d'argent. Parce que sinon, vous perdez de l'argent. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'inflation, ça n'est pas une lubie d'économiste, c'est une réalité. Et on s'en rend bien compte, évidemment, en ce moment. Et c'est là où la question se complique, parce que quand l'inflation était encore à un niveau maîtrisé inférieur à 2%, c'était relativement facile de trouver des placements financiers supérieurs à l'inflation, donc supérieurs à 2%. Spoiler, le livret A n'était pas à 2% à l'époque, le livret A n'en fait jamais partie. Le livret A n'est jamais supérieur à l'inflation. Il faut juste comprendre ça en fait. Peu importe si c'était il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans ou il y a 10 ans, le livret A rémunère toujours en dessous de l'inflation. Donc le livret A n'est jamais le bon choix pour battre l'inflation. Le livret A a des avantages, mais pas celui de battre l'inflation. Voilà. Donc, il va falloir vous privilégier d'autres enveloppes d'épargne, comme par exemple l'assurance vie ou le PEA, pour placer votre argent pour vos enfants. Le problème, c'est qu'avec une inflation en France qui a dépassé les 6% depuis maintenant de nombreux mois, c'est très compliqué de savoir encore où placer son argent pour battre l'inflation. Parce que plus les taux d'intérêt sont élevés en matière d'investissement, plus la volatilité et le risque de perte en capital l'est aussi. Il faut comprendre qu'un placement boursier, par exemple, qui serait supérieur à 6%, il y a encore 1 an, c'était un placement qui était jugé en bourse, comme dynamique, voire très dynamique. Et derrière le mot dynamique, il y a un certain niveau de risque et il y a un certain niveau de volatilité. Donc, si on veut battre ces 6% et aller chercher du 7% ou du 8%, effectivement, on va commencer à rentrer dans des niveaux de risque, de volatilité relativement élevés. Et là, on est complètement déstabilisé parce que en même temps, ça se comprend, c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire quand on épargne l'argent pour ses enfants. À un moment donné, nos enfants en auront besoin. Et donc, on n'a pas du tout envie de s'exposer à des niveaux de risque avec des niveaux de perte avec des possibilités de perte en capital qui sont trop importants. Donc, on veut battre l'inflation, mais pas forcément en prenant trop de risques. Et pour l'instant, les produits financiers qui offrent des performances supérieures à 6%, comme je vous le disais, sont encore des produits qui, à mon sens, sont relativement risqués, en tout cas. Et ne prenez pas que mon avis pour argent comptant, mais n'hésitez pas évidemment à vous renseigner sur ce sujet-là. En revanche, et malgré des taux d'intérêt qui sont relativement élevés, on peut imaginer que dans la mesure où on investit sur du très long terme, donc 10 ans c'est pas très long terme, 10 ans c'est long terme, on va dire 15 ans et plus. Le fait d'investir sur du long terme et du très long terme est un facteur de diminution du risque. Donc, pour ceux d'entre vous qui écoutez et qui vous disent « moi, je veux bien commencer très tôt », et effectivement, j'ai 15 ans ou plus devant moi avant que mes enfants, soit les enfants que je n'ai pas, soit les enfants qui sont tout petits arrivent en études supérieures, il y a peut-être moyen, effectivement, pour l'instant que je place mon argent à 7% et plus,
Puis après, je peux toujours, quand le taux d'inflation diminuera, baisser un petit peu mon arbitrage, revenir à des valeurs qui seront, à des taux d'intérêt qui seront un petit peu inférieurs. Mais quoi qu'il en soit, comme je décide de placer mon argent sur du long terme ou du très long terme, je joue sur ce facteur important de diminution du risque qui est l'investissement à long terme en bourse. Donc en conclusion, épargner pour ses enfants, c'était hier qu'il fallait commencer, avant même sa naissance ou le jour de sa naissance, et évidemment sur des supports qui battent l'inflation si vous en avez la possibilité. Alors que faire si vous n'avez pas commencé à épargner très tôt, si vous ne l'avez pas fait avant la naissance ou si vous ne l'avez pas fait dès la naissance de votre enfant? Eh bien vous pouvez toujours le faire évidemment. Vous pouvez toujours commencer et maintenant vaut mieux que demain. Mais attention parce que l'effort d'épargne sera évidemment plus important sur cette stratégie-là. Imaginez que vous ayez aussi l'objectif de mettre 18 000 € de côté, mais que votre enfant ait déjà 10 ans aujourd'hui, eh bien vous devrez épargner 2 250 € par an au lieu de 1 000 € dans mon exemple, parce que vous n'avez que 8 ans au lieu de 18 ans pour épargner. Et même en faisant ça, vous n'accumulerez en 8 ans que 1 311 € d'intérêt versus les 3 412 € que vous auriez pu accumuler sur 18 ans. Et là, j'ai pris la base d'un placement à 2%. Et oui, quand je vous le dis que le temps compte en matière d'épargne, c'est qu'il compte à plus d'un égard. Donc ça, c'était la première stratégie, la stratégie d'épargne, la stratégie, comme je disais, la plus classique et la plus utilisée par les Français. Passons maintenant à la deuxième stratégie, celle que j'aime le plus, mais à laquelle on ne pense pas toujours. Il s'agit d'investir pour vos enfants au lieu d'épargner. Alors, je dis au lieu d'épargner, mais en vrai, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait évidemment combiner les deux stratégies. D'emblée, il y a une différence majeure entre la stratégie d'investissement et la stratégie d'épargne. Si dans le cadre d'une stratégie d'épargne, vous pouvez mettre de côté régulièrement de petites sommes tout au long de la vie de votre enfant, pour aller sur la stratégie d'investissement, il va vous falloir a priori un capital de départ. Donc effectivement, si vous n'avez pas de capital de départ, vous allez probablement commencer par une stratégie d'épargne. Ici, je vais prendre l'exemple d'un capital de 10 000 €. Ce capital, il va, dans ma stratégie, servir d'apport pour l'achat d'un bien immobilier locatif et vous allez comprendre pourquoi. Il fut un temps où je vous aurais dit que vous n'aviez même pas besoin d'apport. Vous auriez pu emprunter sans apport, mais ce temps est révolu depuis, on va dire, à peu près 1 an maintenant, depuis que les conditions d'accès au crédit et aux banques se sont considérablement durcies. Donc, mettons qu'avec 10 000 € d'apport, vous obteniez 90 000 € de la part de la banque. Donc, pour 100 000 €, on va imaginer que vous achetiez, je sais pas, par exemple, un studio de 20 mètres carrés à Lille, un studio ou un peu mieux qu'un studio de 33 mètres carrés à Besançon ou carrément un T2 de 40 mètres carrés à Niort. Voilà, dans les 3 cas, vous pourrez louer à peu près votre appartement environ, j'ai pris un loyer sympa mais quand même raisonnable de 700 € par mois. Pour un rendement brut donc de 8,4%. Une fois le prêt remboursé, donc d'après mes calculs, le prêt sera à peu près peu ou prou de 475 € par mois si vous arrivez à emprunter sur 20 ans. Donc une fois le prêt remboursé, les charges et les taxes payées, vous aurez sans doute encore un petit effort d'épargne à faire sur cet investissement. Rien de plus normal. La plupart des investissements ont des rendements qui sont inférieurs à 9% ou voire même largement inférieurs à 9%. 9%, c'est le rendement brut à partir duquel, effectivement, on va constater que le projet s'autofinance intégralement, voire même qu'il dégage des cash flows positifs dans le cas où vous avez emprunté la quasi-totalité de la somme. Donc plus votre rendement est faible, plus votre effort d'épargne sera important. Au-delà de 9%, comme je vous le disais, pour de la location classique, je précise, votre projet s'autofinance et là, vous espérerez enfin dégager le sésame, les cash flows positifs chaque mois. Si, dans mon exemple, votre effort d'épargne sur ce projet s'élève à 80 € par mois, à peu près, vous devez donc sortir 960 € par an. C'est votre effort d'épargne. Pour les besoins de la comparaison, je vais même arrondir ce montant à 1 000 € par an. Donc,
On reprend. Vous avez un investissement, un capital de départ de 10 000 € qui vous permet d'emprunter 90 000 € à la banque pour acheter une petite surface dans une ville moyenne. Ça ne vous permet pas d'autofinancer intégralement votre projet et votre projet aura un petit effort d'épargne de l'ordre de 1 000 € par an. Vous me voyez venir. Au bout de 18 ans, donc, vous revendez votre appartement pour donner l'argent à vos enfants, sous réserve qu'effectivement vous ayez fait cet investissement au moment de la naissance de votre enfant. Donc vous faites cet investissement assez tôt, donc au bout de 18 ans, vous le revendez et vous dites je vais donner cet argent à mon enfant pour que soit il finance ses études, soit il démarre dans la vie active. L'appartement, entre-temps, il faut imaginer qu'il s'est apprécié en 18 ans. On va prendre une hypothèse de revalorisation de 2% d'appréciation du bien par an, soit du coup 36% sur la période totale. Vous revendez donc votre appartement à 136 000 €, ce qui n'a absolument rien d'étonnant sur une période de 18 ans. Avec cette somme, vous allez donc solder votre crédit. Rappelons que vous avez emprunté sur 20 ans et que vous avez revendu au bout de 2 ans, au bout de 18 ans, pardon. Donc il vous reste 2 années à rembourser, soit 11 400 €. Puis vous allez déduire l'apport initial que vous aviez fait dans le projet de 10 000 €. Et enfin, les 18 000 € d'effort d'épargne que vous avez réalisé au cours des 18 années de détention du bien. Au total, vous réalisez on va dire une vraie plus-value. En réalité, on est d'accord que les 10 000 € d'apport initial et les 18 000 € d'effort d'épargne, vous les récupérez quand même. Mais vous les avez mis au départ. Donc, voilà. La vraie plus-value que vous allez faire, c'est l'argent que vous allez créer, c'est 96 600 €. 96 600 €. Donc là, on est carrément sur 8 années de frais de scolarité. Vous pouvez financer, soit votre enfant va jusqu'au doctorat, soit vous pouvez financer l'intégralité de la scolarité de vos 2 enfants avec un investissement locatif. Je précise que, dans mon exemple, j'ai quand même volontairement omis plusieurs facteurs pour simplifier mon raisonnement. Je n'ai pas parlé des frais de notaire ou des frais d'agence sur l'achat. Évidemment, dans le cas d'un investissement locatif, il y a un impôt sur la plus-value, mais il n'est pas toujours le même. En fait, ça va dépendre de pas mal de facteurs. Est-ce qu'il y avait des travaux? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Comment vous détenez le bien? Est-ce que vous le détenez en SCI? Est-ce que vous le détenez, est-ce que vous l'avez exploité en meublé ou en nu? Voilà, donc il y a plein de facteurs, mais il y aura un impôt sur cette plus-value. 96 600 €, donc c'est quand même une belle somme. Donc même si vous êtes imposé sur cette somme-là, elle reste largement supérieure aux sommes dont on parlait dans une stratégie d'épargne. Et évidemment, j'ai aussi passé sous silence que pendant les 18 ans de détention, il y a probablement un peu de travaux quand même qui ont été faits de rafraîchissement sur le bien. Dans mon exemple, on a donc un effort d'épargne équivalent. Dans mon premier exemple, on a une famille, un parent ou des parents qui mettent 1 000 € par an de côté sur leurs enfants sur un support rémunérateur. Et dans cet exemple-là, on a un investissement locatif pour lequel les loyers ne couvrent pas totalement l'intégralité des charges. Les charges qui sont, je le rappelle, évidemment la charge d'emprunt, mais aussi les charges d'assurance, les charges de copropriété, la taxe foncière, etc. Donc, dans mes 2 exemples, là, les familles, elles ont fait un effort d'épargne équivalent, 1 000 € par an. Le gain à 18 ans, il est quasiment multiplié par 5 dans le cadre de l'investissement locatif. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont vos locataires successifs au cours des 18 années qui ont en partie remboursé votre prêt. Et ils ont donc payé l'appartement que vous avez fini par revendre au bout de 18 ans. Donc vous l'aurez compris, ce qui fait l'intérêt d'une telle stratégie, c'est de pouvoir à l'origine emprunter à la banque. Parce que vous achetez un bien avec de l'argent qui ne vous appartient pas, ou en tout cas dans mon exemple, à 90% ne vous appartient pas, et ce sont en fait vos locataires qui remboursent la banque tout ou partiellement. Et ça va dépendre du rendement de votre projet. Plus le rendement brut de votre opération est faible, plus moins en fait la part, le loyer du locataire va rembourser votre prêt, donc vous aurez plus d'épargne à faire. Donc voilà, si vous arrivez à tomber sur des super projets, en fait, c'est votre locataire qui rembourse, qui achète en fait l'intégralité de votre immobilier à votre place. D'où l'importance de pouvoir emprunter quand on a des enfants. Parce qu'il y a trop de couples qui se privent d'une
telle possibilité en utilisant 100% de la capacité d'emprunt pour leur résidence principale. Et ça, moi, je trouve ça très dommage parce que quand on voit les avantages que ça peut avoir de faire un investissement locatif, notamment sur le financement des études supérieures des enfants, eh bien, voilà, je trouve ça dommage. Autre avantage, la stratégie fonctionne aussi si vous n'êtes pas dans la fameuse team des gens qui anticipent beaucoup. Et donc, peut-être votre aîné ou votre enfant va commencer ses études dans pas si longtemps que ça. Et par exemple, on peut imaginer encore l'exemple d'un enfant qui aurait 10 ans et qui pourrait éventuellement commencer ses études supérieures dans 8 ans. Alors, je vais reprendre mon exemple. Si vous revendez l'appartement au bout de 8 ans, donc vous faites la même opération. Vous achetez un appartement, mais là, vous ne le revendez pas au bout de 18 ans, mais vous le revendez au bout de 8 ans. Mais qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, c'est une bonne nouvelle parce qu'en réalité, pour la revente, comme il s'est passé moins de temps entre l'achat et la revente, le bien n'a pas eu le temps de se dévaluer, de se défraîchir autant qu'en 18 ans. Donc déjà, vous avez probablement économisé au passage d'une des frais de rafraîchissement et de deux, votre bien du coup a un peu moins perdu de valeur, en tout cas si vous l'avez un peu moins perdu de valeur sur le marché, sans avoir eu besoin de le rafraîchir pour autant. On peut donc tabler à peu près, moi j'ai envie de dire, sur une revente à 116 000 €, donc une plus-value de... Pareil, on part sur du 2% annuel et ça me paraît logique sur une revente à 8 ans. Auquel on déduit le restant dû donc à la banque. Là, le restant dû, il est de 68 400 €. On va aussi déduire évidemment notre capital de départ, 10 000 € et on va déduire notre effort d'épargne. Les fameux 1 000 € par an qu'on met en effort d'épargne, qui ont été du coup réalisés pendant toute la durée de détention du bien. Vous aurez donc réussi une plus-value, dans ce cas-là, de 29 600 €, payée en partie par vos locataires. En comparaison, si vous deviez épargner, donc avec la première stratégie, pour avoir la même somme, 29 600 €, il faudrait épargner 3 200 € chaque année, à un taux de 4%, non plus 2 mais 4, pour accumuler la même somme, à savoir 29 600 €, donc quasiment 30 000 €. Donc dans un cas, vous avez fait un investissement locatif sur 8 ans, qui vous rapporte peu ou prou 30 000 €. Dans l'autre cas, c'est un effort d'épargne de 3 200 € chaque année à 4% qu'il vous faut faire pour avoir la même somme au final. Évidemment, la plus grosse contrepartie de la stratégie d'investissement, c'est évidemment qu'elle nécessite plus de temps, notamment pour la gestion locative. Ma question pour vous est donc, et je vais m'arrêter là-dessus, serez-vous prêt à payer ce prix de votre temps pour la gestion locative pour financer l'avenir de vos enfants? Sur ce, je vous laisse y réfléchir, voire même réécouter l'épisode pour y voir plus clair. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!